Salut à tous les passionnés de Plus belle la vie. Accrochez-vous, car ce qui vous attend aujourd'hui est un véritable concentré de suspense, d'émotion et de rebondissement. Dans l'ombre du Mistral, l'avenir du bar mythique est plus que jamais menacé. Les dettes s'accumulent, les pressions se font étouffantes, et Thomas, dos au mur, envisage des choix qui pourraient tout changer quitte à mettre en péril son propre équilibre. Face à lui, Barbara refuse catégoriquement de voir disparaître ce lieu chargé de souvenirs. Elle va se battre bec et ongles pour préserver l'âme du Mistral, quitte à tendre un piège à son ami pour tester ses limites. Mais ce n'est pas tout, un antiquaire énigmatique franchit la porte, l'œil rivé sur un objet unique, le zinc du comptoir, vestige précieux de l'ancien bar. Une offre alléchante tombe, assez pour alléger les dettes, mais le prix à payer pourrait être irréversible, effacer un PN entier de l'histoire du quartier. Et alors que les émotions s'entrechoquent, Jawad lâche une révélation fracassante: un magot colossal, fruit d'un braquage vieux de plusieurs décennies, serait toujours caché. Un trésor qui pourrait sauver le Mistral mais qui attire déjà d'autres prétendants. Et c'est là que tout bascule, une tombe, un message codé, et un mystère qui s'épaissit lorsqu'on découvre qu'un inconnu, une semaine plus tôt, a déjà demandé les mêmes informations. Ami ou ennemi? Sauveur ou danger mortel? Dans cette course contre la montre, une certitude s'impose: celui qui arrivera le premier à percer les secrets de Christian Santoni pourrait bien décider de l'avenir du Mistral et personne ne sait encore jusqu'où il sera prêt à aller. Préparez-vous, car ce qui se joue ici n'est pas seulement une lutte pour un bar, mais une bataille pour une mémoire, un héritage, et peut-être même une vie. Dans la suite de Plus belle la vie, encore plus belle, l'avenir du Mistral est plus incertain que jamais. Déterminé à sauver le bar emblématique du quartier, Thomas est prêt à tout, même à prendre des risques financiers considérables. Alors que les pressions s'accumulent, il refuse de voir ce lieu chargé d'histoire disparaître et se lance dans une véritable course contre la montre pour éviter sa vente. Au fil des épisodes diffusés sur TF1 d'ici la fin du mois d'août 2025, Barbara, elle aussi profondément attachée au Mistral, va redoubler d'efforts pour contrer toute tentative de cession. Sa détermination est sans faille, elle ne laissera pas ce symbole du quartier tomber entre les mains d'un acheteur, quel qu'il soit. La tension monte encore d'un cran lorsqu'un antiquaire franchit la porte du bar, éveillant les soupçons et faisant planer la menace d'une transaction imminente. De son côté, Thomas tente une manœuvre désespérée: contracter un emprunt de 15 000 € à un taux d'intérêt de 7%, dans l'espoir de combler la dette qui pèse sur l'établissement. Mais cette décision pourrait bien le mettre dans une situation encore plus périlleuse. Au cœur du Mistral, l'avenir du bar continue de se jouer dans une atmosphère électrique. L'arrivée d'un antiquaire intrigue tout le monde, l'homme ne cache pas son vif intérêt pour un élément bien particulier de l'établissement, le zinc du comptoir, unique vestige de l'ancien bar, miraculeusement préservé après l'effondrement du quartier. Pour lui, cette pièce est plus qu'un meuble, c'est un morceau d'histoire, un témoin du passé du Mistral et une occasion d'affaires inestimable. Pendant ce temps, Barbara, inquiète pour l'avenir du lieu, décide de tester les véritables intentions de Thomas. Bien décidée à savoir jusqu'où il est prêt à aller pour sauver le bar, elle lui tend un véritable piège. C'est alors que Jawad rejoint la petite assemblée formée autour de Barbara, Thomas et Aya. Il se lance dans le récit d'une histoire surprenante, le braquage commis il y a des années par son ancien compagnon de cellule, Christian Santoni. Selon lui, un magot colossal, issu de ce coup, serait toujours caché quelque part. Conscient des réticences de ses interlocuteurs, Jawad insiste sur un point crucial: cet argent n'est pas sale au sens où ils l'entendent, il ne provient pas d'activités criminelles actuelles. Mais, malgré cette assurance, Thomas reste inflexible. Le patron du Mistral refuse catégoriquement de partir en quête de ce trésor mystérieux. Pour lui, se lancer dans une telle aventure serait franchir une ligne rouge, et il préfère s'endetter plutôt que de risquer d'entacher la réputation du bar. Au Mistral, l'atmosphère reste lourde, saturée de doutes et de secrets. Thomas s'obstine à refuser toute chasse au trésor, mais Barbara, elle, n'arrive pas à chasser cette idée de son esprit. Quand elle se retrouve seule, ses mains se posent sur l'enveloppe que Jawad avait déposée plus tôt. Elle hésite un instant, puis l'ouvre et là, son souffle se coupe. Les mots de Christian Santoni sautent littéralement de la page. Ce ne sont pas de simples phrases jetées à la va-vite, chaque ligne, chaque expression semble dissimuler un message.
Plus elle avance dans la lecture, plus son cœur s'accélère. Il ne fait aucun doute, ces lignes renferment de véritables indices. Puis, un passage retient toute son attention. Santoni demande à Jawad d'aller fleurir la tombe de son père. Une requête étrange, presque banale en apparence, mais Barbara sent instinctivement que ce n'est pas qu'un geste symbolique. Elle est persuadée que cette tombe cache un secret, peut-être même la clé menant directement au magot dont Jawad a parlé. Problème, personne ne sait où se trouve cette sépulture. Pas d'adresse, pas de repère clair, juste cette phrase énigmatique laissée par un homme qui avait le génie des plans tordus. Et si Santoni avait voulu que seuls les plus déterminés ou les plus fous puissent remonter jusqu'à son trésor? Barbara ferme la lettre, le regard fixé dans le vide. Dans son esprit, une idée germe, si Thomas ne veut pas se lancer, elle, peut-être, n'aura pas le choix. Après avoir refermé la lettre, Barbara sait qu'elle devra ruser pour embarquer Thomas dans cette aventure. Une idée germe alors dans son esprit Roland. Le souvenir de son père, figure emblématique du Mistral, pourrait bien être l'argument qui ferait flancher Thomas. Elle se dit qu'en évoquant ce que Roland aurait voulu pour le bar, elle pourrait toucher son ami en plein cœur. Mais le temps presse. Quelques heures plus tard, la menace se précise, un antiquaire franchit la porte du Mistral, l'œil vif et le sourire d'homme d'affaires. Après avoir observé chaque recoin, il désigne avec un intérêt marqué le zinc du comptoir, ce fameux plan de travail, seul vestige de l'ancien bar ayant survécu à l'effondrement du quartier. D'un ton assuré, il fait son offre, 10 000 € cash pour récupérer la pièce. La proposition claque comme un coup de tonnerre dans la tête de Thomas. Cette somme pourrait alléger ses dettes et lui donner un peu d'air, mais à quel prix? Voyant l'hésitation de son ami, Barbara s'interpose. Les yeux dans les yeux, elle le met en garde, céder ce zinc, c'est vendre bien plus qu'un morceau de métal, c'est effacer une partie de l'âme du Mistral et trahir la mémoire de Roland. Sa voix tremble à peine, mais on sent toute sa détermination, elle ne laissera pas partir ce symbole, quitte à se mettre en travers des projets de Thomas. Dans le regard de ce dernier, un conflit se lie, raison ou cœur, argent ou histoire, il va devoir choisir. Malgré les mises en garde de Barbara, Thomas finit par céder à la tentation. Le zinc, symbole du Mistral et dernier témoin de l'ancien bar, devient une monnaie d'échange. Avec un aplomb qui cache mal son trouble, il annonce à l'antiquaire qu'il est prêt à vendre, mais pas pour 10 000 €. Il exige 18 000. L'homme, flairant l'affaire, accepte sans discuter. Le marché est conclu. Quelques heures plus tard, l'antiquaire revient, un contrat à la main et un camion prêt à emporter le zinc. L'instant est lourd, presque solennel, on s'apprête à arracher au Mistral une partie de son âme. Barbara, elle, ne lâche pas prise. Elle se tient face à Thomas, le regard franc, la voix basse mais ferme. C'est la fin d'une époque, il faut aller de l'avant. Des mots simples, mais chargés d'émotion. Elle sait que rien ne sera plus comme avant, et que ce geste, même s'il permet de sauver momentanément les finances du bar, marque un tournant irréversible. Thomas détourne les yeux, incapable de soutenir son regard. Le zinc va partir et avec lui, un morceau d'histoire du Mistral. Alors que l'antiquaire s'affaire à finaliser les papiers, Thomas reste figé derrière le comptoir. Son regard glisse machinalement vers le mur et s'arrête sur le portrait de Roland. Les yeux de son père, immortalisés sur cette photo, semblent le fixer avec douceur mais aussi reproche. Une vague de souvenirs le submerge, les éclats de rire derrière ce zinc, les soirées animées, les confidences échangées au creux de la nuit. Ce plan de travail n'est pas un simple objet. C'est le cœur battant du Mistral, le témoin silencieux de toutes les histoires qui ont façonné ce lieu. Soudain, sa décision vacille. Il inspire profondément, puis se tourne vers l'antiquaire. « Je suis désolé mais la vente est annulée. » Un silence se fait, vite brisé par un sourire éclatant de Barbara. La fine équipe du Mistral se rassemble autour de Thomas, soulagé. Opération réussie, le zinc reste à sa place, là où il doit être. Dans ce coin de Marseille, une page ne se tourne pas encore. Et grâce à leur détermination, le Mistral garde un morceau de son âme. En fin de journée, le soleil décline sur Marseille, baignant le Mistral d'une lumière dorée. Léa, fidèle à sa promesse, retrouve Jawad à l'écart pour lui remettre un petit dossier soigneusement plié.
À l'intérieur, toutes les informations qu'il lui avait demandées, l'emplacement exact de la tombe du père de Christian Santoni. Jawad ouvre le document, son regard se fige sur le nom du cimetière, le numéro de l'allée, et l'emplacement précis de la sépulture. Un frisson d'excitation parcourt son échine, la première étape vers le magot est enfin à portée de main. Mais avant de partir, Léa, intriguée, laisse échapper une phrase qui glace l'air. Tu sais, ça devait être une personne très appréciée. Quelqu'un est venu chercher exactement les mêmes informations la semaine dernière. Un silence lourd s'installe. Jawad la fixe, interloqué. Quelqu'un? Qui? Léa secoue la tête. Elle ne sait pas. Pas de nom, pas de visage, juste un inconnu, déterminé lui aussi à trouver cette tombe. Dans l'ombre, une nouvelle question s'impose, qui est cet autre chercheur? Est-il un concurrent prêt à tout pour mettre la main sur le trésor de Santoni ou un ennemi plus dangereux encore? Et voilà, chers fidèles du Mistral, nous venons d'assister à un épisode où chaque geste, chaque mot, semblait peser plus lourd que jamais. Le zinc est resté à sa place, comme une victoire symbolique, mais au fond, tout le monde le sait, cette bataille n'était qu'un premier round. L'avenir du bar est toujours suspendu à un fil, et les dettes, elles, n'ont pas disparu. Thomas, même soulagé, garde au fond des yeux cette inquiétude sourde, celle d'un homme qui se bat contre le temps. Barbara, elle, sort renforcée de cet affrontement, son attachement au Mistral est plus profond que jamais, et rien ni personne ne l'empêchera de défendre ce lieu qui est bien plus qu'un simple commerce. Mais derrière les murs du bar, un autre récit se tisse. Celui d'une lettre, écrite par un homme aujourd'hui disparu, mais dont les mots continuent de tracer des chemins semés d'énigmes. Celui d'un trésor caché depuis des décennies, promesse de salut pour certains, et objet de convoitise pour d'autres. Jawad a ouvert une porte dangereuse, et il sait que s'y engager, c'est entrer sur un terrain où la loyauté et la méfiance s'entremêlent. Et puis, il y a cette phrase, glissée par Léa presque comme une confidence, un inconnu est déjà sur la piste. Pas un bruit, pas un visage, seulement l'ombre d'une présence qui agit en silence. Qui est-il? Un rival qui ne reculera devant rien pour mettre la main sur le magot? Ou quelqu'un qui, dans l'ombre, joue une partie bien plus personnelle? Au Mistral, le soleil se couche, mais la lumière dorée de fin de journée ne suffit pas à dissiper la tension. Derrière les sourires de façade, chacun sait qu'une course a commencé, une course où l'enjeu dépasse l'argent. C'est l'âme du quartier, la mémoire d'un père, et peut-être même la vie de ceux qui oseront s'aventurer trop loin qui sont en jeu. Alors restez avec nous car la suite ne nous promet pas seulement des révélations, mais aussi des choix déchirants, des vérités qui bousculent, et des alliances qui pourraient changer à jamais le visage du Mistral. Ici, à Marseille, on l'a appris depuis longtemps, un simple mot, un simple regard, peut suffire à tout faire basculer et parfois, à jamais.